Tu ne fais officiellement plus partie de cette famille, m'a envoyé mon père par SMS. Tu ne l'as jamais été. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement retiré mon nom du titre de propriété partagé, mis fin à mon accès au fonds de génération et demandé une séparation formelle de tous les investissements conjoints. À 7h43 du matin, ma sœur avait appelé cette fois. À 9h12 du matin, la voix de ma mère s'est brisée dans un message vocal. Pourquoi les avocats sont-ils impliqués? J'ai juste siroté mon café et répondu, ce à quoi je ne m'attendais pas, ce que je n'avais jamais vu venir, c'est que ce seraient mes propres parents qui se retourneraient contre moi les premiers. Non pas pour quelque chose que j'ai fait, mais parce qu'Adam, leur enfant chéri, a murmuré le bon mensonge au bon moment. C'est tout ce qu'il a fallu. Même pas une conversation. Juste un SMS de mon père à 7h13 du matin. Tu ne fais officiellement plus partie de cette famille. Tu ne l'as jamais été. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'ai réalisé que j'en avais enfin fini de faire semblant. Fini de faire semblant de leur devoir quoi que ce soit après tout ce que j'avais déjà donné. Ils voulaient que je parte? Alors je suis parti. À 7h24, je me suis connecté au compte du titre de propriété et j'ai retiré mon nom de la maison au bord du lac qu'ils ne pouvaient pas se permettre sans moi. Je leur ai transféré la pleine propriété pour que, lorsque la taxe foncière arrive au prochain trimestre, elle atterrisse directement sur leurs épaules. J'ai révoqué leur accès au fonds de génération que j'ai créé et alimenté pendant près d'une décennie. $500 par mois auxquels ils s'étaient habitués comme à de l'oxygène. Disparu. J'ai envoyé les papiers à mon avocat à 7h36 pour mettre fin à tous les investissements conjoints et j'ai déposé une demande de séparation formelle de la SARL. Ma sœur a appelé 7 fois avant 7h43. J'ai ignoré chaque appel. À 9h12, ma mère a laissé un message vocal, sa voix se brisant à mi-chemin, « Pourquoi y a-t-il des avocats impliqués ?» Je lui ai répondu par SMS en une seule ligne, « Demande à ton Benjamin. » Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas à ce moment-là. Il s'agissait de me retirer d'un château de cartes avant qu'il ne s'écroule et ne m'emporte avec lui. Mais c'est ça le problème. Quand les gens s'habituent à ce que tu portes leur fardeau, ils ne savent pas quoi faire quand tu le déposes. Mon père a toujours traité la famille comme une entreprise. Sauf que lorsque l'entreprise échouait, c'était soudain une urgence familiale. Et devinez qui était toujours le fonds d'urgence? C'est moi qui les ai sauvés quand une entreprise de fret a perdu la moitié de leur inventaire. C'est moi qui ai payé l'avocat quand ils ont été frappés d'une violation du zonage. C'est moi qui ai travaillé de nuit pour construire la fiducie de génération pendant qu'ils prenaient des vacances et appelaient cela des retraites stratégiques. Ils ne m'ont jamais remercié. Ils s'y attendaient, comme si je leur devais juste parce que j'étais né. Et Adam, il n'a rien contribué. Ni argent, ni temps, juste du charme, des excuses et une liste interminable de choses qu'il avait besoin que quelqu'un d'autre répare. Mais il avait un super pouvoir. Il savait comment dire exactement ce que nos parents voulaient entendre. Il pouvait transformer ma prudence en déloyauté, mon silence en arrogance, ma patience en une menace. Il leur a dit que je prévoyais de dissoudre l'entreprise dans leur dos. Que je transférais secrètement des actifs. Que je les privais de quelque chose que j'avais créé pour eux. Et ils n'ont même pas demandé si c'était vrai. Ils ont juste envoyé le SMS. L'ironie? Je n'avais jamais prévu de partir. Mais maintenant, je partais. Et je ne serai plus bon pour eux. Je ne serai plus le réparateur. Le pont. Le fil silencieux qui se présentait, nettoyait et ne demandait jamais de reconnaissance. Ils avaient choisi Adam. Qu'il l'est. Voyons jusqu'où le charme les mènera quand les factures arriveront et que le fond sera vide. Ils pensaient me punir. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Cela a commencé à se défaire plus lentement que je ne l'avais prévu. On pourrait penser que couper la source financière de quelqu'un créerait un chaos instantané, mais c'était plutôt un effondrement au ralenti. Au début, le silence, puis la confusion, puis le désespoir. C'était le 3e jour après le SMS de mon père quand il a essayé de retirer de l'argent du fonds de génération, un retrait de routine. $500 pour le bail du bureau. Il a été rejeté. Je savais que ça arriverait. J'avais déjà bloqué leur accès et supprimé mon autorisation pour tout transfert automatisé. Le compte était toujours actif, mais bloqué de leur côté. J'ai regardé l'avis de refus apparaître sur mon application de surveillance à 10h16 du matin. À 10h25, j'ai reçu un appel manqué de mon père,
puis un message vocal. Je l'ai écouté une fois. Il n'a pas crié. Il n'a pas accusé. Il ressemblait à quelqu'un qui n'arrivait pas à croire que les règles avaient changé sans sa permission. À midi, ma mère avait envoyé un SMS. Pouvons-nous s'il vous plaît parler? Tu nous fais peur. Celui-là m'a fait rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que cela confirmait ce que je soupçonnais depuis longtemps. Ils ne m'ont jamais vu comme une personne, juste comme un pilier, un élément d'infrastructure sur lequel ils pouvaient s'appuyer sans jamais demander combien de poids je pouvais supporter. Au moment où je me suis retiré, ils ne savaient pas comment fonctionner, et cela leur faisait plus peur que tout. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert le serveur que j'utilisais pour gérer les distributions du fonds et j'ai téléchargé 3 ans de journaux de transactions. Pas pour eux, pour moi. Juste pour me rappeler chaque mois où j'avais discrètement comblé les lacunes dans la paie, l'entretien de la propriété, les frais de scolarité de l'école privée pour les enfants d'Adam quand il était entre deux opportunités. J'ai tout comptabilisé ce soir-là, un peu moins de 430 000 $ de mon propre argent utilisé pour maintenir leur vie en marche. Ils étaient devenus accros à l'idée que l'argent serait toujours là. Mon argent. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. J'étais méticuleux, concentré. J'ai engagé mon comptable le jour même pour commencer l'audit complet de chaque investissement conjoint, de chaque actif, de chaque ligne de propriété où mon nom était à côté du leur. Mon but n'était pas la vengeance. Pas encore. C'était la séparation, l'amputation financière, une coupure nette. Mais les choses ne sont pas restées calmes. À la fin de la semaine, les appels ont doublé. Ma sœur m'a envoyé des SMS sans arrêt. Elle alternait entre les supplications et les voyages de culpabilité passif-agressif. Tu fais du mal à maman. Adam a fait une erreur, mais tu l'aggraves. Tu nous punis tous. Mais je ne punissais personne. J'avais juste fini de donner sans poser de questions. Ma mère m'a envoyé une longue lettre par courriel 2 jours plus tard. Je me souviens encore de l'objet, s'il te plaît, ne fais pas ça. Le corps était un mélange de nostalgie et de levier émotionnel. Des histoires sur la façon dont elle se souvenait de m'avoir tenu bébé, à quel point ils avaient toujours été fiers, comment elle ne pouvait pas comprendre pourquoi je faisais ça maintenant. Puis le virage. Elle a dit qu'Adam se sentait horrible, qu'il s'était laissé emporter et qu'il essayait seulement de protéger la famille. Les protéger de quoi exactement? La seule personne qui les protégeait réellement? Je n'ai pas répondu. Mais ce courriel a fait quelque chose d'important. Il a clarifié leur angle. Ils n'essayaient pas de réparer quoi que ce soit. Ils essayaient de faire tourner l'histoire, de prendre de l'avance, de rejeter la faute sur moi et de réécrire Adam comme le pauvre petit frère incompris qui a fait une simple erreur. C'est alors que les choses sont devenues plus sombres. J'ai reçu un appel d'un vieil ami de la famille, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Il avait l'air mal à l'aise, lisant clairement un script sur lequel quelqu'un l'avait entraîné. Il a demandé si j'allais bien, a dit qu'il avait entendu des choses inquiétantes et s'est demandé si j'étais manipulé par quelqu'un ou si je traversais quelque chose que je ne partageais pas. Mes parents menaient une campagne de diffamation. Je lui ai raccroché au nez sans un mot. Le lendemain matin, je me suis connecté au compte de l'entreprise familiale, l'une des dernières pièces partagées que je n'avais pas encore touchées. J'ai téléchargé toute la documentation, les contrats de propriété, les listes de clients, les accords d'exploitation, puis j'ai appelé mon avocat. Je lui ai dit que je voulais entamer le processus de sortie complète. Pas un retrait partiel, pas une implication réduite, une séparation totale. Elle a demandé ce que je voulais de l'entreprise. Je lui ai dit, rien, mais je prendrai chaque centime que j'ai jamais investi, et je veux que tout soit documenté, signé et juridiquement à toute épreuve. Elle a hésité. La plupart des gens ne s'éloignent pas de quelque chose d'aussi grand sans condition. Mais j'en avais fini d'essayer de réparer ce qui n'avait jamais été à moi pour commencer. Ils ne m'ont jamais vu comme un partenaire, juste comme une ressource. Et maintenant, la ressource fermait. Je me fichais de ce qui arrivait à l'entreprise après mon départ. Je me fichais qu'Adam la fasse couler en 6 mois. En fait, non, ce n'est pas vrai. Je m'en souciais. Je voulais regarder quand cela arriverait. La séparation officielle est arrivée un mardi matin. J'ai reçu le courriel de confirmation à 8h42 du matin. Tous les documents ont été signés, soumis et tamponnés. Je ne faisais plus partie de l'entreprise familiale légalement, financièrement, structurellement, chaque lien a été coupé,
chaque point d'accès a été révoqué. Mon nom n'existait plus nulle part dans leur livre, leur compte ou leur avenir. Ce matin-là, je me suis assis sur mon balcon avec une tasse de café noir, regardant la ville bouger en dessous de moi comme si elle ne remarquait même pas la tempête que je venais de déclencher. C'était calme, trop calme, comme le calme entre une mèche qui brûle et l'explosion réelle. Cela n'a pas pris longtemps. À midi, ma mère s'est présentée à mon appartement. Je n'ai pas répondu. Elle a sonné pendant près de 10 minutes d'affilée. Puis elle m'a envoyé un SMS. S'il te plaît, ne jette pas tout. Tout jeter? Ils l'avaient déjà fait. Au moment où ils ont choisi l'histoire d'Adam à la mienne, au moment où ils l'ont laissé les monter contre moi sans même vérifier si quoi que ce soit de ce qu'ils disaient était vrai, il ne s'agissait plus d'affaires. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de respect. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je ne leur en devais aucun. Ils ont tout essayé après ça. D'abord est venue la culpabilité. Mon père a laissé un message disant qu'il comprenait maintenant et que peut-être ils avaient réagi de manière excessive. Ma mère a envoyé des notes vocales faisant semblant que rien ne s'était passé, parlant d'une nouvelle idée de marketing comme si j'étais toujours à bord, comme si les 2 dernières semaines ne s'étaient pas produites. Puis sont venues les promesses. Nous allons faire des changements. Tu peux restructurer l'entreprise comme tu veux. Nous allons reculer et te laisser diriger. C'était presque drôle. Ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient me ramener avec des miettes du contrôle que j'avais déjà gagné, déjà construit. J'avais dirigé cette entreprise en coulisses pendant des années, géré les finances, restructuré leurs opérations, même relancé leurs lignes défaillantes quand ils étaient à 2 mois du défaut de paiement. Ils ont apposé le nom d'Adam sur le succès et m'ont envoyé des SMS de remerciements. Maintenant, ils me voulaient de retour parce que, sans moi, tout commençait à craquer. Mais je n'allais pas revenir. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Au lieu de cela, j'ai redoublé d'efforts. J'ai rencontré à nouveau mon comptable et j'ai commencé à rediriger mes investissements récupérés vers une entreprise distincte que j'avais esquissée il y a des années. À l'époque où j'ai réalisé pour la première fois que je n'aurais jamais vraiment une place dans cette entreprise à moins de la posséder entièrement. Je ne l'ai pas poursuivi à l'époque. Cela ne me semblait pas juste. Maintenant, oui. J'ai enregistré une nouvelle SARL, déposé les papiers, commencé à appeler d'anciens clients, pas pour les débaucher, juste pour leur faire savoir que je faisais quelque chose de nouveau. S'ils étaient intéressés, tant mieux. Sinon, pas de rancune. Mais la vérité est que la plupart d'entre eux avaient toujours préféré travailler avec moi. C'est moi qui répondais à leurs appels, résolvais leurs problèmes, nettoyais les dégâts créés par Adam et que mes parents ignoraient. Le premier contrat est arrivé une semaine plus tard, puis un autre, puis 2 autres. Pendant ce temps, les choses de leur côté glissaient. Adam avait bluffé toute sa vie. Maintenant, il devait performer, et il ne le pouvait pas. Il ne comprenait pas les chaînes d'approvisionnement, la budgétisation, la gestion des clients ou les impôts. Mon père a commencé à m'envoyer des courriels avec des questions comme si j'étais toujours sur la liste de paie. Je n'ai pas répondu. Puis, 3 semaines après mon départ, j'ai reçu un appel d'Adam. Il n'a pas commencé par des excuses. Il n'a même pas demandé comment j'allais. Il a demandé si j'embauchais. J'ai regardé mon téléphone pendant longtemps après l'appel d'Adam. Il n'a pas laissé de message vocal, il a juste laissé sonner 2 fois. Je n'ai pas rappelé. 3 jours plus tard, il a envoyé un SMS, court et propre, comme s'il pensait que rester décontracté effacerait tout ce qu'il avait fait. Et, j'ai entendu dire que tu faisais quelque chose de nouveau. Tu cherches de l'aide? C'était tellement absurde. J'ai ri à haute voix. Le même gars qui avait empoisonné mon nom au sein de ma propre famille, qui avait dit à nos parents que j'essayais de voler l'entreprise, voulait maintenant un emploi. Au début, j'ai pensé que c'était une blague ou peut-être l'un de ces jeux pathétiques pour recueillir des renseignements pour mes parents. Mais ensuite, j'ai vu les signes. Son LinkedIn avait discrètement été mis à jour avec la mention « Ouvert à l'emploi ». Ses publications sur l'entrepreneuriat et la construction d'un héritage ont cessé. Quel que soit le masque qu'il portait, il a commencé à glisser. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message à quelqu'un d'autre. Elle s'appelait Clara, une chef de projet avec qui nous avions travaillé pendant des années, qui était partie discrètement après s'être disputée avec Adam au sujet des problèmes de budget. Je me suis souvenu à quel point elle était bonne. Précise, sans drame. Faisait les choses. Elle a répondu dans l'heure,
et nous avons fixé une réunion. En une semaine, j'avais 5 anciens fournisseurs de mon côté, 2 clients majeurs signés et une équipe petite mais pointue en formation. Les gens étaient enthousiastes à l'idée de travailler avec moi, non pas parce que j'étais tapa accent Graveleuil, mais parce que j'allais jusqu'au bout. Le bouche à oreille disait que je construisais quelque chose de réel et, plus important encore, que c'était stable. Puis est venue la vraie balle courbe. Ma mère m'a invité à dîner, pas un courriel. Une carte manuscrite livrée à mon bureau avec la réservation du restaurant imprimée et glissée à l'intérieur. Nous voulons juste parler. Pas de pression. S'il te plaît, viens. Elle essayait de réinitialiser le plateau comme si rien ne s'était passé. Un dîner chaleureux, quelques lignes émotionnelles, peut-être un peu de réminiscence de l'époque où tout allait bien, puis le pivot. Alors, comment pouvons-nous réparer ça? Je n'y suis pas allé, mais j'ai envoyé quelqu'un d'autre. Adam. Ce matin-là, j'ai finalement répondu à son message. Viens demain à 9 h. Parlons-en. Il s'est présenté tôt, trop bien habillé, portant une montre que je savais qu'il ne pouvait plus se permettre. Il n'a pas posé de questions sur l'entreprise. Il ne s'est pas excusé. Il a agi comme si c'était une réunion de réseautage. J'ai écouté, je l'ai regardé se vendre comme si nous n'avions pas grandi dans la même maison. Puis j'ai fait glisser un contrat sur la table. Niveau d'entrée, pas de participation, pas de titre, salaire de base, modeste. Je l'ai regardé le lire 2 fois, ses yeux se contractant quand il a atteint la clause probatoire. Il a demandé si c'était une blague. J'ai dit non. Il est parti sans signer, trop fier pour l'accepter. Je savais qu'il reviendrait. Le lendemain matin, il l'a fait. Pas de questions, juste la signature et une poignée de main qui ressemblait plus à une reddition. Le mot s'est répandu rapidement. Mes parents n'ont rien dit au début. Puis, une semaine plus tard, j'ai reçu un long courriel de mon père, décousu, apologétique de la manière la plus vague possible. Enfouie à mi-chemin se trouvait la ligne qui disait tout. Nous ne comprenons tout simplement pas pourquoi tu nous fais ça. Comme si c'était une punition, comme si ce n'était pas simplement la fin naturelle de quelque chose qui avait pourri bien avant que je ne le touche. La vérité était que je ne le faisais pas à eux. Je le faisais sans eux. 3 semaines après qu'Adam ait signé le contrat, les fissures dans l'entreprise de mes parents sont devenues impossibles à cacher. Leur plus grand fournisseur les a coupées en raison de factures impayées. 2 clients de longue date ont quitté le navire. L'un d'eux a rejoint ma liste sans même que je le contacte. J'ai reçu un courriel poli de leur représentant disant qu'ils préféraient une communication claire et une livraison rapide, ce qui, je le savais, était un code pour « nous en avons fini d'attendre Adam ». Mais le vrai changement est survenu quand mes parents ont découvert qu'Adam travaillait pour moi. Ils ne l'ont pas appris de lui. Je savais qu'il ne leur avait pas dit, probablement par honte, probablement parce qu'une partie de lui s'accrochait encore à l'illusion qu'il avait construite d'être leur fierté. Ils l'ont découvert par l'intermédiaire d'un client, quelqu'un qui supposait qu'ils se parlaient tous encore. Ma mère m'a appelé en premier. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je l'ai écouté parler en rond. Elle ne semblait même pas en colère, juste déconcertée, comme si elle ne pouvait pas comprendre comment tout s'était inversé. Elle a dit quelque chose à propos de la trahison, de la loyauté, que c'était une gifle après tout, ce que nous avons fait. Je n'ai pas répondu. Il ne restait plus rien à dire. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est la rapidité avec laquelle leur attitude envers Adam a changé, le préféré, le plus jeune, celui qu'il protégeait de toutes les conséquences. Il était soudainement le bouc émissaire. Je l'ai appris de ma sœur. Elle a appelé un soir tard après un verre de vin de trop et a tout déballé. Maman dit qu'il les a humiliés. Papa l'a traité de traître. Ils disent qu'il a manipulé tout le monde, y compris toi. Cette partie m'a fait faire une pause, y compris moi. Ils ne pouvaient toujours pas voir que je n'avais jamais été celui qui avait été manipulé. Adam avait été leur reflet. Il a fait ce qu'ils l'ont formé à faire, protéger l'illusion, quel qu'en soit le coût. Et quand cette illusion s'est brisée, ils l'ont détesté pour cela. Non pas parce qu'il avait cassé quelque chose, mais parce que je ne l'avais pas fait, parce que je m'étais éloigné et que j'avais construit quelque chose de mieux. Et maintenant, en regardant de l'extérieur, ils ont finalement vu ce que je soutenais depuis le début. Pendant ce temps, Adam a changé lentement. Il a cessé d'arriver en retard, a commencé à poser des questions, de vraies questions. Il restait silencieux lors des réunions, prenait des notes,
n'agissait pas comme si on lui devait quoi que ce soit. Je ne savais pas si c'était de la culpabilité, de la désespoir ou juste la lente réalisation que je n'allais pas lui donner de raccourci. Mais peu importe. Il apprenait ce que cela signifiait de travailler pour quelque chose. Mes parents ne l'étaient pas. Ils étaient trop occupés à regarder leur empire rétrécir. Sans moi, la structure que j'ai construite, l'échafaudage invisible derrière leur succès, s'était effondré. Plus de coussins financiers, plus de correctifs silencieux, juste eux, leurs décisions et les conséquences qu'ils n'ont jamais cru qu'elles viendraient. Et l'ironie ? Pour la première fois de ma vie, ils ont commencé à me traiter avec quelque chose qui ressemblait au respect. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais la façon dont le ton de mon père a changé dans ses courriels, la façon dont ma mère a cessé d'exiger et a commencé à demander, la façon dont ils ont finalement cessé de prétendre qu'ils savaient mieux, c'était là. Et ça, plus que l'argent, plus que l'entreprise, plus que tout le reste, c'est ce que j'avais toujours voulu. J'ai failli le manquer. L'enveloppe était coincée entre deux dépliants de courrier indésirables sur mon bureau au bureau, simple et non marqué. Pas d'adresse de retour. L'écriture sur le devant m'a arrêté. Ce n'était pas propre ou soigné. C'était serré, précipité, comme si celui qui l'avait écrit avait hésité à l'envoyer. À l'intérieur, il y avait 2 pages pliées 2 fois. Le papier était mince, probablement arraché à un bloc-notes bon marché. La première ligne se lisait comme un rapport. Les revenus ont baissé de 42%. Nous avons perdu 3 contrats ce trimestre. C'était de mon père. Pas de salutations, pas d'excuses, juste des chiffres et des faits, comme s'il écrivait à un conseil d'administration. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il l'avait peut-être envoyé à la mauvaise personne. Mais ensuite, cela a tourné. Il a écrit sur les clients qui partaient, sur le comptable qu'ils avaient dû licencier parce qu'il ne pouvait plus se permettre son salaire, sur le fait qu'il n'avait pas dormi plus de 4 heures par nuit depuis février, sur le fait qu'il manquait le sentiment de stabilité, même s'il ne l'avait jamais apprécié à l'époque. Puis est venue la ligne qui a frappé. Tu n'as jamais été l'étranger. Nous t'avons juste fait sentir comme tel. C'était ce qui se rapprochait le plus de la vérité de sa part. Pas de vraies excuses, pas de pardon, juste un homme réalisant qu'il avait passé des années à protéger le mauvais fils, les mauvaises priorités et la mauvaise version de l'histoire. La lettre se terminait par une requête silencieuse. Reviens, pas pour le réparer, juste pour parler. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Certaines choses, une fois brisées, ne sont pas destinées à être remontées. Mais j'ai gardé la lettre, non pas parce que je croyais qu'il pensait tout ce qu'il avait écrit, mais parce que je savais qu'il le croyait maintenant. Et maintenant, il était trop tard. La même semaine, Adam est devenu tranquillement quelque chose d'inattendu, constant. Il n'était pas brillant, mais il se présentait. Il écoutait. Il gardait la tête baissée et a commencé à résoudre les problèmes qu'il avait l'habitude de confier. Je ne savais pas si c'était de la culpabilité, de la survie ou peut-être juste le fait de grandir enfin. Mais quoi que ce soit, je n'ai pas remis ça en question. Je l'ai laissé le gagner. Un soir, je suis resté tard au bureau pour finaliser un nouveau contrat. Je l'ai trouvé encore à son bureau en train de régler un problème de fournisseur qui avait l'habitude de l'envoyer dans une spirale de reproches et d'excuses. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il n'a même pas levé les yeux. Il a juste dit, j'essaie de ne pas gâcher ça. Ce n'était pas une excuse, mais c'était assez proche. La nouvelle entreprise prospérait. Plus petite, plus allégée, mais plus pointue. Les clients me faisaient confiance parce que je ne leur mentais pas. Je ne faisais pas de promesses excessives. Je livrais juste. Et le meilleur, personne ne pouvait me l'enlever. Mais je n'avais pas fini. Pendant que mes parents essayaient de rester à flot, je négociais tranquillement quelque chose qu'ils n'avaient même pas remarqué, une acquisition silencieuse. Pas de leur entreprise. Trop évident. Trop théâtral. Non, je cherchais autre chose. Une petite entreprise de logistique dont ils dépendaient, celle qui gérait 70% de leur distribution régionale. Ils n'avaient pas payé leur contrat en entier depuis 2 mois. Je le savais parce que le propriétaire m'a appelé pour me demander si je savais s'ils étaient toujours solvables. Je n'ai pas répondu à cette question. Au lieu de cela, j'ai demandé ce qu'il faudrait pour le racheter. Tout. Il m'a donné un chiffre. J'ai viré un acompte à la fin de la journée. L'accord se finaliserait dans 3 semaines. Et quand ce serait le cas,
l'entreprise de mes parents ne s'effondrerait pas du jour au lendemain. Elle ralentirait simplement. Les commandes prendraient plus de temps. Les itinéraires seraient moins efficaces. Les délais se déplaceraient juste assez pour faire mal, juste assez pour qu'ils réalisent que le respect, une fois perdu, est cher à racheter. La mise à jour? Cela fait 11 mois que le SMS a tout terminé. L'entreprise que mes parents tenaient autrefois avec fierté est toujours debout, mais elle a l'air différente maintenant. Plus petite, plus silencieuse, dépouillée de la confiance qu'elle projetait autrefois. Ils ont perdu leur meilleur contrat. La plupart du personnel est parti en 6 mois. Et maintenant, ils louent la moitié de leur bureau juste pour garder les lumières allumées. L'entreprise de logistique que j'ai acquise fonctionne toujours bien sous une nouvelle image de marque. J'ai gardé l'équipe, nettoyé son bilan et absorbé son réseau. C'est devenu l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Adam est toujours avec moi, se présente toujours tôt, garde toujours la tête baissée. Nous ne parlons pas de ce qui s'est passé. Nous travaillons. C'est l'accord. Je ne lui fais pas entièrement confiance, mais j'ai appris à séparer la confiance de l'utilité. Il sait de quel côté de la table il veut être maintenant. C'est suffisant. Mes parents n'ont pas essayé de me contacter à nouveau depuis la lettre. Je pense qu'ils ont finalement compris que cette version de moi n'est pas une version qu'ils peuvent manipuler, culpabiliser ou diriger. Je ne les déteste pas. Je ne me sens même plus en colère. Mais je ne reviendrai pas. Cette porte s'est fermée la seconde où ils ont choisi leur camp, puis ont essayé de réécrire l'histoire après coup. J'avais l'habitude de penser que la famille était incassable, que peu importe ce qui arrivait, le sang trouverait un moyen de vous ramener. Mais j'avais tort. La famille n'est pas une question de sang. C'est une question de valeur, de respect, d'effort mutuel. Sans cela, ce n'est qu'un contrat que vous n'avez jamais signé. Les gens disent que la vengeance est douce. Peut-être pour certains. Pour moi, la vraie satisfaction est venue de m'en aller et de construire quelque chose de mon propre chef. Regarder ma vie grandir, non pas de ce que j'ai pris, mais de ce que j'ai cessé de donner. Parfois, il faut tout laisser s'effondrer pour voir qui soutenait quoi. Et parfois, il faut laisser les gens tomber pour découvrir s'ils ont vraiment été à vos côtés. Je vais bien maintenant. C'est la mise à jour. Je vais bien. Parfois, je me surprends à penser à quel point tout aurait pu être différent. S'il m'avait juste demandé au lieu de supposer, si Adam avait dit la vérité, s'il m'avait vu comme plus qu'un filet de sécurité. Mais ces pensées ne s'attardent plus comme avant. Elles passent comme la circulation devant ma fenêtre. J'ai cessé d'avoir besoin de la version de la famille que j'avais l'habitude de poursuivre. Les gens que j'ai maintenant, ceux qui se présentent, contribuent, restent honnêtes, ils sont plus que suffisants. C'est ça, quand on lâche prise. Vous ne perdez pas seulement ce qui vous a fait mal, vous faites de la place pour ce qui ne le fera pas.